avons le plaisir de démarrer ce premier webinaire organisé en partenariat avec la Société savante du professeur Grégory Nino qui va nous expliquer le contenu, les objectifs. Et ce premier webinaire est consacré à la valeur ajoutée des interventions non médicamenteuses sur la prévention des accidents de travail notamment, qui fait la primeur d'une série de webinaires que nous organisons avec le professeur Grégory Nino sur cet enjeu fondamental qui est la preuve par la science des bénéfices apportés par certains dispositifs médicaux, certaines prestations médicales. Alors pour ce faire aujourd'hui, alors comme vous le savez, il y a une petite pandémie qui rôde, donc on a prévu de faire venir quelques personnes chez nous, un petit nombre que vous voyez s'installer au travers du deuxième écran de connexion. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui, avec le professeur Grégory Nino, qui est le président de cette séance et que j'animerai. Tout d'abord, David Giovannesi, que j'ai le plaisir de connaître depuis très longtemps, qui est le directeur aujourd'hui des branches du groupe AG2R La Mondiale. Ça pèse plus d'1 milliard, je crois, de cotisations perçues. C'est une très belle organisation et très belle activité, toujours dans l'innovation, David, depuis très longtemps. Et qui a été initialement, et qui est toujours un soutien d'ailleurs de l'Institut et de la Société savante du professeur Nino. Et puis Xavier Perret, qui est le patron de l'activité de Global Care. Désolé pour le terme anglo-saxon, mais enfin, c'est ce qui est marqué sur votre carte de visite, Xavier. Donc, c'est la santé et la sécurité du travail pour les 150 000 salariés du groupe Engie dans le monde, plus les 150 000 sous-traitants, parce qu'en termes de responsabilité, vous êtes présents et donc vous êtes intéressés également à la santé et la sécurité au travail des sous-traitants. Alors, donc nous sommes ensemble pendant 1 heure. Merci à ceux qui sont présents. Donc, on a des représentants de Oviva, de Noradom, du Conseil régional d'Île-de-France, du groupe Vive et de l'association Addictio, avec Christian Trémoyer. Quelques personnes qui nous font le plaisir d'être avec nous. Nous sommes ensemble pendant 1 heure avec 2 parties. Une première dans laquelle je vais vous interroger, vous demander de présenter un peu ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et puis ensuite, on répondra aux questions dans le chat. Donc, merci à ceux qui êtes connectés. Vous êtes une trentaine d'inscrits, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est vrai que depuis 2 ans, les webinaires, on a un peu à la casquette parfois. Et ben, je crois que là, le sujet intéresse Grégory. Donc, on a une trentaine de participants. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et j'en ferai le relais, même si ma vue n'est pas toujours terrible. Mon associée Dorothée Debos, ici présente, m'aidera et me soufflera dans l'oreillette que je n'ai pas. Alors, voilà. Donc, alors tout à l'heure, professeur Grégory Nino, que je vais vous voyer pour les besoins de l'exercice. Dites-nous, expliquez-nous votre société savante, comment elle s'appelle. D'ailleurs, je ne suis pas dyslexique, mais ce n'est pas facile à prononcer. Comment est venue cette idée? Quel est l'objectif? Quel est le sens porté par cette action? Merci Franck Drouin de m'avoir invité à cette table avec d'éminentes personnes. Effectivement, la NPI, donc la Non-Pharmacological Intervention Society, est une société savante. Donc, elle réfléchit à l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et qu'est-ce que les interventions non médicamenteuses? Ce sont des méthodes qui sont fondées sur la science, qui vont, dans certains cas de figure, être en prévention ou en soins ou en visée curative, et elles sont la plupart du temps en complément d'autres traitements. On est rentré en fait dans une nouvelle médecine qui est la médecine de ce siècle, du XXIe siècle, qui est plus un problème égale un traitement. C'est fini, c'était la médecine du siècle dernier. Aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle façon de penser la santé, et la santé, pas que la médecine, sur lequel on va associer différentes stratégies préventives ou thérapeutiques, et dont les interventions non médicamenteuses, depuis que la Haute Autorité de Santé, en 2011, a dit ce mot, ce n'est pas nous qui avons inventé ce mot, mais elle existe, et parmi une comité de chercheurs, je suis professeur à l'Université de Montpellier, je vais me présenter quand même juste, je suis professeur à l'Université de Montpellier, et je co-dirige un institut qui s'appelle l'Institut Debré d'épidémiologie et de santé publique. On s'intéresse à l'évaluation notamment de ces interventions non médicamenteuses. Et en fait, il y avait beaucoup de choses à faire au siècle dernier pour isoler les thérapeutiques, les chirurgies, les radiothérapies, avec des visées biothérapeutiques très ciblées et sur lesquelles on a fait des progrès considérables. Mais aujourd'hui, beaucoup de maladies, hélas, ne se guérissent pas. Et donc, il y a beaucoup de maladies chroniques et il y a un vieillissement accéléré de la population qui amène beaucoup de troubles et pas forcément qu'une seule pathologie. Et donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui se sont dit, en complément des
thérapeutique biomédicale, il faut aussi développer des programmes d'éducation pour la santé, des méthodes de psychologie, donc de la psychothérapie, des objets connectés santé, des serious games, des programmes d'activité physique, des thérapies manuelles, des compléments alimentaires, des régimes, des plantes, etc., etc. Bref, beaucoup de choses sur lesquelles potentiellement ces pratiques, finalement, aujourd'hui se font souvent sans aucune science. Et donc, il fallait quelque part organiser ça. Donc, j'ai co-dirigé et j'ai dirigé au départ une structure qui s'appelait une plateforme universitaire de réflexion internationale. Il y avait 17 pays où on réfléchissait aux méthodologies d'évaluation de ces INM. Et on s'est dit que ce n'était pas suffisant parce que ça reste évidemment souvent du travail d'universitaire sur lequel on fait des publications, on se fait plaisir en faisant des publications, mais ça n'a pas forcément d'impact concret. On va sûrement en parler avec une application notamment liée au cancer et à l'après-cancer, sur lequel comment on peut aller plus loin pour les mettre en œuvre. Et donc, il fallait créer une société savante, donc cette Non-Pharmacological Intervention Society, c'est un NPI, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on s'est dit que il fallait avoir une connotation anglo-saxonne parce que tout simplement, on ne peut pas être une société franco-française. Aujourd'hui, les problématiques, on voit arriver d'Australie des solutions tout à fait intéressantes, par exemple sur l'hypnothérapie, donc l'hypnose pour le sevrage tabagique. Et donc forcément, il faut aussi aller collecter de la data. La data, elle est aujourd'hui en science au niveau international et on a besoin d'avoir une société internationale. Et le dernier point qui est un élément très important, c'est que souvent la science travaille par silo, exactement comme souvent la santé travaille par silo, la cardiologie travaille avec la cardiologie, l'oncologie travailler avec l'oncologie, donc travailler dans l'interdisciplinarité parce qu'en fait, au décours des parcours de soins, on va avoir plusieurs interventions non médicamenteuses qui vont apparaître dans les parcours. Et donc, on a besoin finalement de décloisonner pour faire de la bonne science et recommander aux patients les bonnes INM au bon moment de leur parcours. Voilà de façon très schématique et très rapide la présentation de ces sociétés savantes qui représentent aujourd'hui plusieurs pays. On a des Canadiens, on a des Belges, on a plutôt des francophones, c'est vrai, mais voilà. Voilà ce que je pourrais dire de façon très rapide. D'accord. Qui existe opérationnellement de combien de temps? Alors, on a fait une organisation de préfiguration au mois de mars dernier, donc, mais elle existe officiellement depuis octobre donc 2021 et on peut la retrouver sur Internet www.npisociety.org. D'accord. Aujourd'hui, ces dispositifs ou ces processus médicaux de prise en charge qui peuvent être plus ou moins exotiques, hein, il y en a combien ont été tagués, hein, c'est le terme qu'on a utilisé la première fois quand nous nous sommes rencontrés, qui ont été tagués pour ne pas dire labellisés, hein, ou certifiés, c'est des termes évidemment compliqués. Il y en a combien aujourd'hui dans le catalogue de votre société savante? Alors, on est en train de démarrer. Il est clair que je viens de publier un ouvrage donc chez Belin qui en recense 100, mais il est clair que le travail est à faire. Pourquoi? Parce que il y a dans la littérature encore des confusions entre des messages de santé publique. Par exemple, bouger plus avec un cancer. Effectivement, tout le monde est d'accord. On voit aussi l'assurance maladie faire des publicités en disant le mouvement est intéressant pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques, en particulier contre les mal de dos, donc la lombalgie. Oui, mais la question, c'est que ce n'est qu'un message de santé publique. La question, c'est quelle méthode pour quelle personne, à qui. Et effectivement, ce travail-là de fouille de la littérature pour être plus précis et de sortir également de choses très techniques et très précises sur lesquelles on pourrait entendre une technique de méditation peut avoir un intérêt parce qu'on voit dans les médias que cette technique de méditation pourrait être pertinente pour gérer le stress. Oui, mais c'est qu'une technique. Et une technique ou un exercice donné n'est pas une intervention médicamenteuse. Ce n'est pas une méthode avec de la recherche clinique ou de la recherche interventionnelle qui a pu prouver son efficacité sur des indicateurs de santé, éventuellement ses risques, éventuellement son coût efficacité. Donc, en gros, quelle rentabilité elle pourrait avoir lorsqu'on va investir un euro, combien vont être économisés. Et la littérature, elle est en train de se faire, mais elle est parcellaire. Et donc, il y a des trous dans la raquette un peu partout dans le monde. Donc, le travail, il est énorme à faire parce qu'il faut travailler sur toutes les indications, donc tous les problèmes de santé, avec potentiellement toutes les INM. Donc, notre société savante est surtout là pour dire on doit se mettre vraiment à travailler ensemble pour pouvoir les identifier dans une nomenclature. Donc, aujourd'hui, on est à peu près à 200 interventions non médicamenteuses, mais on pense que si on fait la fouille complète de la littérature, on devrait arriver sensiblement à autant que des médicaments, donc sensiblement au moins 10 000 interventions non médicamenteuses qu'il va falloir après organiser dans des parcours.
hein, parce qu'évidemment, on va sortir de l'idée générale pour être très, très concret. L'ostéopathie. L'ostéopathie ne peut pas être une intervention non médicamenteuse, c'est potentiellement une discipline. La question, c'est quelle méthode d'ostéopathie peut avoir une efficacité sur un problème de santé particulier qui pourrait être la lombalgie. Et donc, effectivement, il va y avoir des méthodes d'ostéopathie et une méthode particulière qui s'appelle l'ostéopathie structurelle qui est dédiée au traitement de la lombalgie. Donc, on sort de l'idée générale. Et je crois que c'est un message très, très important à dire. C'est un gros travail et sur lequel, en plus, sensiblement, il y a 100 publications par jour supplémentaires dans le monde sur l'ensemble des interventions non médicamenteuses. Donc, lorsque vous posez la question combien il y en a, potentiellement 10 000, mais potentiellement, il va y avoir encore des raffinements parce que pour certains cancers, on va avoir besoin de programmes qui vont être plus spécifiques. On rentre vraiment dans ce que je disais au départ, une nouvelle médecine qui est une médecine personnalisée, participative, préventive, prédictive, et sur lequel finalement il y a des cahiers des charges à pouvoir établir et on peut les normer, les normaliser. Et la société savante veut les normer pour que ensuite les décideurs disent OK, je vais prendre dans cette grande bibliothèque ces interventions et je vais les mettre dans des parcours. C'est ce que on va essayer de faire dans cette société savante et qu'on fait déjà, et on est plus d'une centaine. Et on vient de démarrer. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup de travail. Alors, dans le monde et en France, le domaine de l'entreprise, le secteur des entreprises est un bailleur de fonds, un financeur finalement des traitements et des questions de santé, évidemment. Parmi les sujets, il y a la santé au travail, il y a la sécurité au travail. On a fait le choix justement aujourd'hui, dans cette première édition, de parler d'un problème concret auquel sont confrontés un des financeurs du système de santé, que sont notamment les entreprises, dans des modalités différentes dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Xavier Perret, donc directeur du Global Care du groupe Engie, qu'on ne présentera pas Engie, mais par contre, on peut peut-être présenter l'activité de Global Care et son périmètre d'intervention. Et donc, Xavier, peut-être un focus sur la question de l'accidentologie dans les entreprises en général, pas simplement le groupe Engie, mais dans toute la sphère des entreprises et des entreprises industrielles et de services telles que vous. Effectivement, la priorité pour les entreprises en général et la nôtre en particulier, c'est de prévenir les risques liés à nos activités et assurer la protection de tous ceux qui travaillent pour notre compte, que ce soit les salariés directs du groupe ou que ce soit l'ensemble des prestataires, sous-traitants, intérimaires, peu importe la situation au regard de l'entreprise. Et l'objectif est de continuer de réduire, et c'est une action évidemment engagée depuis longtemps, de réduire l'accidentologie à nouveau, quelles qu'en soient les causes et quelles qu'en soient les raisons. On distingue, je dirais, deux grandes catégories de risques. Il y a les risques qui sont liés à l'exécution directe de nos activités. Quand on travaille en hauteur, il faut se protéger pour ne pas tomber. Quand on travaille sur un réseau électrique, il faut se protéger contre les risques liés à cette énergie-là. Donc ça, ce sont les risques liés à l'exercice de l'activité qui sont bien connus de l'entreprise et qui font l'objet de règles particulières, de protections particulières et d'un suivi particulier et qui, évidemment, demandent de la formation, de la répétition, de la pédagogie, etc., mais qui fait partie, si j'ose dire, du métier de l'entreprise. Et puis, il y a une deuxième catégorie de risques qui sont liés au contexte dans lequel on exerce nos activités et non pas directement les activités. Ce contexte, je le dirais en deux mots simples. Une même personne n'est pas la même tous les jours. Donc, des jours, on est fatigué, des jours, on est en pleine forme. Et puis, on ne travaille pas tout seul, en tout cas, pas dans les entreprises comme les nôtres. Et donc, on est amené à travailler en coactivité quand on est dans des organisations de chantier importantes. Et puis, tout simplement, on travaille avec des collègues avec lesquels on peut très bien s'entendre ou ne pas s'entendre du tout. Et donc, tout ce qui relève de la prévention des risques psychosociaux, des risques de tomber en routine, des risques de fatigue, tout simplement, sont une catégorie de risques qui est complémentaire aux risques inhérents à l'exercice de l'activité. Quand on regarde les évolutions de nos catégories d'accidents, notre accidentologie, cette partie-là a évidemment toujours existé. Elle était plutôt minoritaire, plus on remonte dans le temps. Et on avait plutôt un volume des accidents liés à l'exercice des activités. La réduction continue dans toutes les entreprises depuis de longues années maintenant, fait que la part liée aux risques qui sont attachés au contexte dans lequel on travaille deviennent de plus en plus en relatif importants. Et c'est cela sur lesquels on met une attention particulière, tout en maintenant bien évidemment l'attention sur les risques de base de l'entreprise. Et sur cela, c'est moins simple aujourd'hui de les traiter, d'abord parce qu'on est
sur des aspects qui sont moins connus et moins liés à l'entreprise elle-même. Tout ça est très transverse et très collectif. Et puis, d'autre part, on est aussi à la frontière entre les vies personnelles et professionnelles, qui ne sont pas non plus faciles à équilibrer. Ces deux enjeux-là ne sont pas simples. Donc, toute cette partie qui relève vraiment de la, je dirais, de la variabilité des personnes du fait du contexte dans lequel on travaille, variabilité qui peut venir de la propre personne, de sa vie personnelle ou de sa vie collective, sont un sujet très particulier de risque qu'on doit mettre sur la table, et au-delà de les mettre sur la table, de trouver des solutions pour prévenir, mieux les identifier, et les identifier mieux, mieux les prévenir. Et cet axe-là nous rapproche évidemment très fortement des réflexions cognitives et d'une manière générale d'accompagnement des personnes pour mieux se protéger, mieux se connaître. Parce que parmi les 150 000 salariés de Groupe NJ, il y en a beaucoup qui vont sur Internet, je pense, un petit peu. Et sur Internet, on va y trouver plein d'histoires superbes hein, sur tel ou tel dispositif qui est révolutionnaire, qui est miracle. Et avec ça, on ne va pas être somnolent au travail, sur sa grue, sur son chantier, face à sa canalisation ou à son câble à réparer. Hein. Et face à cela, le chef d'entreprise, alors en France, il y a une responsabilité, hein, la charge de la preuve est du côté de l'employeur. Il y a un enjeu majeur, c'est comment apporter un élément de clarification, d'explication. Hein, c'est un petit peu ça qui nous réunit. Et on arrive, si j'ai bien compris ce que vous m'expliquez, Xavier, c'est dans une zone terrain incognita, un petit peu, dans lequel, sur les sujets peu explorés, on a fait le tour des procédures de travail, on a fait le tour des technologies, tout ça est sécurisé. Puis on arrive dans un domaine où, finalement, c'est l'humain. L'humain et ses errances, l'humain et ses fatigues qui va intervenir. Et là, l'humain et sa lecture d'Internet, notamment, et toutes les fausses bonnes idées qui peuvent lui surgir en 3 clics. Hein. C'est un petit peu ça. Et les fausses bonnes idées, et puis sans aller jusque-là, les bonnes idées aussi, ne serait-ce que pour identifier les sujets, parce que quand on parle de la vigilance ou de la routine, c'est intellectuellement facile à le partager quand il s'est passé quelque chose, mais de là à l'identifier et se mettre en situation préventive et proactive, ce qui est l'objectif, c'est aussi un enjeu très particulier sur lequel il y a des éclairages externes qui peuvent sans doute être les bienvenus. vous avez monté un comité scientifique, je crois, dans le groupe NJ, hein, qui dépasse simplement les questions autour de l'énergie. Oui, tout à fait. Et notamment, on l'a évoqué juste avant, mais tout ce qui relève des maladies chroniques, du vieillissement de la population en général, et ça a un impact évidemment direct dans les entreprises. Et ce sujet-là, comment les intégrer dans la prévention plus spécifique qu'on peut apporter, puisqu'il y aura un lien dans l'exercice de l'activité, sans que les personnes nécessairement n'identifient bien d'ailleurs les risques dans lesquels on se retrouve collectivement ou individuellement. Merci Xavier, on reviendra vers vous après. David Giovanosi, donc AG2R mondial qu'on présente à peine. Je ne parle pas du vélo, hein, je parle de votre grand groupe qui est AG2R mondial. Alors, vous connaissez bien, depuis combien de temps vous connaissez Grégory et comment vous êtes connu d'ailleurs? Je veux rentrer dans votre intimité. Hein, non, mais je crois que ça doit être courant 2017 ou début 2018. Hein, je regarde Marine, mais oui, voilà, c'est une rencontre lors d'un colloque et une belle rencontre en fait. On est fans, nous, inconditionnels de Grégory Nino. Et on s'est lancé dans cette. On bricolait, hein, jusqu'au moment où on a rencontré Grégory Nino, on bricolait sur des idées, une intuition forte, parce que tout est parti en fait à l'origine de notre soutien à une action de l'Institut Curie sur la lutte contre la récidive du cancer du sein par l'activité physique adaptée et la nutrition. Donc c'est très concret, c'est de l'action sociale. Alors AG2R mondial, pour ceux qui connaissent pas trop bien le monde de l'assurance, vous avez 3 grandes familles de l'assurance: la mutualité, l'assurance code des assurances, et puis les institutions de prévoyance code de la sécurité sociale. Donc on est et mutuelle et institution de prévoyance, et donc on a une dimension sociale qui fait que souvent on se positionne sur des programmes de soutien à des initiatives, et donc on a soutenu une recherche avec l'Institut Curie pendant près de 8 ans, et on a modélisé à l'époque avec les professeurs qui travaillaient à l'Institut Curie sur le cancer du sein des femmes donc de l'Île-de-France, en fait, hein, qu'on pouvait faire chuter la récidive du cancer dans des proportions importantes. Alors, on se croise avec Grégory Nino, puis alors je lui dis tout fier, ouais, nous on a fait ça avec l'Institut Curie, et puis Grégory Nino, très humblement, nous dit,
c'est très bien ce que vous faites, mais c'est vrai pas seulement pour le cancer du sein, c'est vrai pour tous les cancers, sauf les cancers liquides. J'ai appris un mot à ce moment-là, c'est vrai pour tous les cancers, sauf les cancers liquides. Et là, Grégory nous a expliqué la mécanique scientifique d'évaluation des méthodes liées aux interventions non médicamenteuses, et on était, nous, déjà convaincus, puisqu'on avait soutenu à coup d'investissement assez important, financièrement parlant. Et on s'est dit, on a peut-être là l'occasion de créer un comité scientifique à l'initiative de Grégory. On a organisé les budgets, on a financé un programme qui s'appelle Branchez-vous santé, et on l'a présenté à nos administrateurs. Donc nous, on est une institution de prévoyance gouvernée par des représentants d'employeurs et de salariés. On est paritaire. Et avec ce cerveau paritaire, on a dû travailler très, très dur pour construire un projet, un vaste projet, donc, qui est ce programme-là de prévention qui intègre la lutte contre la récidive du cancer. Avec notamment Strasbourg. Alors, il y a eu deux belles rencontres. Il y a eu Grégory Nino, puis on a rencontré aussi le professeur Luc Solaire de l'IRCAD. Donc, c'est une institution de recherche sur le cancer de l'appareil digestif à Strasbourg. C'est un magnifique établissement. Il faut connaître l'IRCAD. Si vous ne connaissez pas, allez le voir. C'est impressionnant. Je crois que c'est le lieu où on forme le plus de chirurgiens au monde, j'ai l'impression. Je crois que c'est ça. C'est de la chirurgie non invasive. Et Luc Solaire, alors lui, on s'est rencontrés, on a tous discuté tous ensemble. On a une belle aventure fin 2018 quand on est venu présenter devant tous les administrateurs du groupe le programme Branchez-vous santé. Donc il y avait Grégory Nino, il y avait Luc Solaire sur la partie 3D. C'est la 3D pour améliorer le diagnostic préopératoire. En fait, c'est ça en fait. Et donc on a aggloméré en fait toute une série de bonnes idées. Ces deux idées-là principalement, mais principalement celle de Grégory pour incruster dans nos contrats cette prise en charge. Parce que l'idée, c'est de passer à la phase opérationnelle. Il y a l'idée, on peut faire beaucoup d'incantations, c'est très compliqué. La gestion, j'imagine votre responsabilité à NJ, c'est très compliqué de convaincre tout le monde de l'intérêt de faire des choses. Et donc, quand on dit prévention santé, alors on perd la moitié de l'audience déjà. Ouais, prévention santé, on pense à manger 5 fruits et légumes par jour, on pense à arrêter de fumer, boire moins, faire du sport, les grands classiques. Mais en fait, la vraie question, elle est du changement du comportement de l'individu quand on peut le faire. Mais même si j'ai une responsabilité importante chez Engie, de dire aux collaborateurs, écoutez, faites plus de sport et mangez plus de fruits et légumes, ce n'est pas évident on peut le dire éventuellement, mais de mesurer l'efficacité de mon discours, ça, c'est un autre problème. Et donc, on s'est imposé cette contrainte-là en disant, il faut impérativement qu'on puisse mesurer l'efficacité de l'action entreprise. Ça, c'était le premier principe. Et le deuxième, c'est qu'il faut qu'on prenne un engagement. Il ne faut pas que ce soit de l'action sociale à coup d'épée dans l'eau. Une fois, on aide l'Institut Curie pendant X années, puis après, on arrête. Il faut que ce soit durable. Et donc, pour le rendre durable, on a décidé de convaincre des branches professionnelles pour couvrir potentiellement 4 millions de salariés en France, d'intégrer le programme Branchez-vous santé dans les garanties du contrat. Donc, on a dû faire un travail juridique, technique pour écrire. On était convaincus, on a eu la démonstration que c'était efficace. Et après, on a dit, on prend l'engagement de financer ce qui a été fabriqué. Et organiser le financement, on le mutualise. Alors, comme Engie pourrait très bien aussi organiser la mutualisation et le financement, c'est très facile pour un très grand groupe comme Engie ou une branche professionnelle ou un assureur comme nous de prévoir le financement par la mutualisation de risques. Et on est très, très fiers aujourd'hui d'être arrivé à mi-chemin parce qu'on couvre plus d'1,5 million salariés aujourd'hui dans le programme Branchez-vous santé avec des garanties inscrites dans le contrat de chaque individu couvert sur la problématique du cancer et de la lutte contre la récidive du cancer. C'est très concret, c'est dans le post-hospitalisation. Il y a une ligne nouvelle qui est écrite dans le contrat. Et quand en général les gens sont malades, ils regardent leur notice d'information et en santé ou en arrêt de travail, ils regardent à quoi ils ont droit. Et là, dans ces cas-là, ils recourent à la prestation que l'on a mise en place et que l'on a validée scientifiquement avec les travaux de Grégory Nino. Par exemple, un salarié de la production agricole, puisque c'est dans le cadre de Branchez-vous santé, vous adressez notamment à ces populations, peut, s'il a un cancer, bénéficier de quelque chose dont il ne pourrait bénéficier classiquement avec un contrat complémentaire santé, mais ça on s'en doute, mais également avec l'assurance maladie obligatoire. Voilà, absolument. Aujourd'hui, le plus grand acteur de prévention en France, c'est la branche maladie de la sécurité sociale. Il y a pas on est, nous, un joueur complémentaire.
un intervenant complémentaire modeste. Il faut rester très, très modeste dans notre volonté de faire les choses. On peut vouloir bien faire les choses, mais on reste très modeste. Et effectivement, n'importe quel salarié assuré aujourd'hui chez AG2R La Mondiale dans les contrats de branche dont on a parlé là peut avoir recours à une prestation qui a été fabriquée en fait sur les recommandations du comité scientifique animé par Grégory Dino, peut accéder à un programme d'accompagnement à la fin de son traitement du cancer. Très concrètement, c'est de l'ordre de 1 000 € en moyenne par personne. C'est plusieurs étapes qui sont programmées. 4 ou 5 étapes ont été fabriquées avec une pensée scientifique en disant il faut qu'on accompagne quelqu'un qui sort de son traitement du cancer. Et on part sur un accompagnement sur de l'activité physique adaptée. L'APA, tout le monde ne connaît pas trop. Enfin, moi, je l'ai découvert au fil de nos travaux, mais et puis des conseils de nutrition, des conseils en activité physique adaptée. Ce n'est pas de la marche tranquille en forêt, pour être clair. C'est plutôt, ça se rapproche plus du sport que de la marche tranquille. Ce n'est pas seulement bouger, c'est beaucoup plus que ça, l'activité physique adaptée. Mais il faut qu'elle soit adaptée en fonction aussi de la pathologie de l'individu. Et ça, nous, on n'est pas du tout compétents. Nous, on est des logisticiens, en fait. On affrète une prestation, on s'appuie sur des recommandations scientifiques. Et on a demandé aussi à Grégory de nous aider à évaluer l'efficacité de l'action. Donc, on a franchi la phase d'installation dans les contrats du système, et là, on est en train d'ouvrir l'usage. Et donc, on a réalisé 8 motion design en ligne sur Internet qui permet à chaque salarié qui accède à son site Internet avec sa couverture de protection sociale de savoir qui contacter, quand, pour accéder à la prestation dont il a besoin. Avant de passer à la question de l'accidentologie, ça veut dire que du point de vue de l'individu qui a eu un cancer, on voit bien l'intérêt, c'est de bénéficier d'un accompagnement thérapeutique innovant qui va lui permettre de bénéficier d'un progrès qu'il n'aurait pas pu avoir par ailleurs. Pour l'employeur, qui dans le cas collectif, le contrat collectif, ça lui permet de dire j'ai pris quelque chose mais qui est validé scientifiquement. Pour l'assureur, ça permet de proposer à l'employeur quelque chose qui a été validé scientifiquement. Donc, la question de la responsabilité aussi, je pense. Au-delà de l'élément positif, il y a aussi globalement, ça a été vu par la Haute Autorité de Santé à un moment donné via l'Institut de Grégory Dino. Et puis, est-ce que l'assurance maladie, aujourd'hui, commence à s'intéresser globalement en disant puisque toute cette chaîne d'acteurs a l'air de le valider, est-ce que moi, finalement, je ne pourrais pas mettre dans le panier de soins du collectif? Moi, je le souhaiterais, très sincèrement. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de défendre des précarés entre sécurité sociale et organismes complémentaires. Vous savez qu'il y a un rapport du HCAM qui vient de sortir là, hier ou avant-hier. C'est quoi le HCAM? Le Haut Conseil qui réfléchit à l'avenir de l'assurance maladie, il y a un grand débat aujourd'hui sur la grande sécu ou pas, le maintien des organismes complémentaires. Donc voilà, le débat est ouvert. Moi, il faut que tout le monde s'empare de ces solutions-là. Il faut absolument que tout le monde s'en empare. Ne serait-ce que parce que ça va aller dans un champ de mutualisation plus large et donc le coût unitaire sera plus faible. C'est ça, oui. Alors, je pense que dans l'agroalimentaire, c'est 30-40% du chiffre d'affaires de branche, de l'accord des branches à peu près, c'est ça, de ce que vous couvrez, David? À peu près, oui. Alors, les branches que l'on couvre dans le groupe, c'est, je dirais, 350 000 entreprises et 4 millions de salariés dans tous les secteurs d'activité. C'est l'agroalimentaire, mais c'est aussi l'économie sociale et solidaire, l'aide à domicile, la propreté, la prévention sécurité, l'industrie alimentaire, la grande distribution. Enfin, on a énormément de... C'est interprofessionnel en fait. C'est interprofessionnel. Juste un repère sur la mutualisation du risque. Arrêt de travail, nous on est des comptables aussi analysant des flux de cotisation et des flux de prestations. Aujourd'hui, couvrir l'arrêt de travail, on comprend bien la problématique de la complémentaire santé à peu près. C'est assez général. D'un secteur à l'autre, c'est à peu près uniforme. En arrêt de travail, on oscille entre 1 et 4% de la masse salariale assurés par des contrats d'assurance collective. C'est ça à peu près l'enveloppe budgétaire, entre 1 et 4%. Le 4%, c'est dans les secteurs les plus cassés, où les salariés sont les plus âgés, les plus exposés à des risques professionnels. C'est à peu près ça l'enjeu. Donc, il y a un enjeu économique, mais nous, on est concentré d'abord sur l'enjeu social et sociétal en disant à quel endroit on produit de la valeur pour nos ressortissants. Et après, l'enjeu économique arrive naturellement derrière. Alors,
les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, c'est 96% des maladies professionnelles à peu près. Ça coûte autour de 28 000 € par an à la collectivité, et l'entreprise y compris. Et ça fait partie des sujets qu'on a en préparant cet échange. C'est aussi un sujet qui génère de l'accidentologie, je suppose, comme la somnolence. Alors aujourd'hui, avant d'en reparler plus spécifiquement, ce qui pourrait concerner Engie, aujourd'hui, Grégory, quels sont les éléments du catalogue, les 100 éléments évalués qui ont été tagués par vous, qui pourraient contribuer à limiter un tant soit peu la question d'accidentologie au travail, quelles que soient les branches d'ailleurs. Et je voudrais juste revenir, avant de répondre à la question, à ce qu'a dit David, qui est, à mon avis, un élément important. On n'est que société savante. On est là pour dire quel est l'état de la littérature scientifique. Et je pense que le partenariat qui a été établi, c'est bien de dire que nous avons à faire des recommandations. Et ensuite, c'est à la structure, l'organisme de prévoyance, AG2R en l'occurrence, de choisir de le monter et de le réaliser comme bon le semble en fonction de leur dispositif. Et je pense qu'on a été vraiment dans un vrai rapport gagnant-gagnant. On fait un travail scientifique, on évalue en disant là, il y a effectivement des recommandations. Et dans le comité scientifique qu'on avait établi, on l'a établi avec des patients. Et je pense que c'était aussi un élément important de dire attention, pointons du doigt que l'assurance maladie fait beaucoup d'efforts, notamment dans le cadre des traitements, donc durant les traitements, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Et finalement, il y a déjà de l'activité physique, il y a déjà de la nutrition qui se passe dans ce moment-là. Et c'est peut-être pas besoin. Mais par contre, le besoin, il était énorme dans l'après-cancer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, AG2R a démarré en 2017 les premières constructions. Et il y a un décret qui est sorti en décembre 2020 en disant que l'année suivant les traitements du cancer, il faut absolument aujourd'hui le faire. Mais ce n'est pas parce qu'on fait un décret spécifique au mois de décembre que le financement y est. Mais en tout cas, c'était bien, ils ont été avant-coureurs de cette histoire. Et je pense que chacun doit être à sa place. Et en France, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler un petit peu en silo. Et là, je pense qu'on a bien fait ce travail d'être chacun à sa place pour organiser les choses et pour permettre aux adhérents d'être le mieux soignés. Alors, à la question sur effectivement le milieu de l'entreprise, il y a vraiment là d'énormes besoins. Il est bien clair qu'il y a plus de littérature scientifique sur le soin et sur le traitement que sur la prévention. Si on essaie de faire un ratio, il est évident qu'on est plutôt de l'ordre de 20% de littérature scientifique, ce qui va relever de la prévention pour plein de raisons, que du soin. Donc pour plein d'explications diverses dont je n'ai pas le temps de développer, mais beaucoup de recherches ont été faites, et notamment des recherches cliniques sur le traitement, et sur soit à visée curative, soit à visée de réduction des symptômes. Et on a vraiment encore beaucoup de littérature. Donc cette société savante, elle est là pour encourager et peut-être aussi récolter des fonds, si on peut, pour que des chercheurs se mettent à travailler sur ce secteur de l'entreprise, en ce qu'on appelle la prévention primaire, parce qu'effectivement, il y a plus de données sur la prévention secondaire, la prévention tertiaire et sur le soin que sur la prévention primaire. Alors sur la prévention primaire, il est bien clair que le sommeil, ça a été très, très bien évoqué, la fatigue et les troubles musculo-squelettiques, c'est des choses qu'on va retrouver très fréquemment et sur lesquelles il y a des interventions non médicamenteuses dont, a priori, parfois, on parle quasiment jamais. Je vais commencer par le sommeil. Il y a une thérapie cognitivo-comportementale qui s'appelle la TCCI, qui est dédiée en fait au traitement du trouble du sommeil avec un nombre de séances particulières. Je l'ai évoqué dans mon livre qui est publié là maintenant. Mais cette TCCI, elle a vraiment une procédure très spécifique. Il y a un professeur à Montpellier qui s'appelle Yves Desvilliers qui en a fait une déclinaison même numérique. Donc, sur lequel on peut, à distance, permettre à des personnes qui ont des troubles du sommeil parce que leur travail est peut-être harassant, mais parce qu'ils regardent également Netflix la nuit ou qu'ils ont aussi d'autres types d'activités, ils sont sur les réseaux sociaux en permanence, donc ils ont vraiment des troubles importants, entraînant des troubles de vigilance et donc des accidents, mais qui sont en fait liés aux troubles du sommeil, et sur lequel l'impact il est très significatif, sur lequel on a des données scientifiques suffisamment fortes en bénéfice, avec des risques qui sont relativement limités, et aux alentours de 1 500 $ pour les études les plus marquées, d'économies réalisées sur une année si les personnes qui avaient et qui se plaignaient du sommeil vont trouver des solutions spécifiques là-dessus. On a également des programmes d'éducation pour la santé, donc un programme spécifique qui a été inventé aux États-Unis. Il y a une boîte qui a fait, qui est désormais au niveau mondial, sur lequel elle a un programme spécifique, sur lequel il y a eu beaucoup de recherches, sur lequel là encore on peut avoir des bénéfices très significatifs sur le sommeil.
On peut faire quoi encore sur les questions de la fatigue et de la vigilance? Il y a une méthode particulière qui s'appelle le Mindfulness Breath Stress Reduction, sur lequel, sur des questions de vigilance, sur des personnes qui ont vraiment des troubles de l'attention et de stress en particulier, cette méthode va avoir un intérêt significatif. Sur les troubles musculo-squelettiques, il y a une méthode spécifique de gestion des efforts avec un apprentissage, avec un échauffement lorsqu'on doit porter des objets lourds et ainsi de suite. Donc, une méthode spécifique a été inventée avec un nombre de séances particulières sur lequel on va réapprendre à connaître sa santé et à gérer sa santé. Et effectivement, on apprend à gérer sa santé, en particulier en France, que quand c'est vraiment très grave. Et on commence à consulter évidemment très tard. On n'a pas cette culture. À l'Académie de médecine en 2013, je recommande les internautes s'ils regardent, mais c'est vraiment intéressant. 2013, le rapport de l'Académie de médecine, un grand professeur qui a géré notamment Santé publique France, dit on n'a pas la culture de la prévention en France. On attend que ce soit vraiment très très grave et évidemment on va tenter de réparer quelque chose qui est potentiellement irréparable. Donc ce switch vers la prévention, elle peut être importante. Et comme ça, la déclinaison des interventions non médicamenteuses pourrait aller très très loin. Mais on en a également sur la nutrition, on en a également, il y a des objets connectés santé qui sont en train de se développer avec des serious games également. Enfin voilà, il y a là de quoi faire. Et cette liste, on est en train de la construire, mais je ne peux pas évidemment répondre à toutes les questions. TCCI, par exemple. Oui. Donc, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une INM démontrée scientifiquement. Oui. On peut la trouver où? Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, identification de la méthode. Donc, la TCCI, aujourd'hui, elle est validée. Il y a vraiment suffisamment de documents et donc, on va la trouver effectivement sur Internet. Et il y a des formations continues qui sont en train de se mettre en place spécifiques sur cette méthode. Je voudrais ma question quand même, oui. que demain, oui. Xavier Perret est super intéressé. Oui. Il dit, il y a plein de gens dans les entreprises que je peux côtoyer, pas simplement la mienne, qui sont en somnolence parce qu'ils regardent trop Netflix et jouent trop aux échecs la nuit, tout ce que vous voulez. Par exemple. Bien. Et donc, voilà, je cherche à accompagner une filiale ou une entité en France, on va rester en France, avec cette méthode-là, parce que ça me paraît intéressant. Donc, il y a une méthode sur le papier, comme vous dites, Grégory, je trouve c'est bien les papiers. Puis après, j'ai des intervenants qui vont devoir venir dans l'entreprise. Comment je suis sûr que les gens prennent la bonne méthode, mais l'appliquent correctement? Vous posez que les bonnes questions, donc je n'ai pas encore toutes les réponses sur le sujet. Le sujet est déjà d'identifier, de repérer et de codifier toutes les interventions non médicamenteuses. Donc la société savante va créer donc cette nomenclature, on est en cours, et vous aurez une codification avec voici l'intervention non médicamenteuse qui fonctionne bien. Je voudrais faire la parenthèse de la parenthèse. Qui dira il y a là une priorité à utiliser dans ce cas de ce problème de santé, cette INM, plutôt que celle dont on a l'impression que potentiellement ça peut marcher, mais qui ne marche pas, et sur lequel beaucoup de professionnels, de salariés vont chercher sur Internet la plante ou télécharger sur Internet ou consommer un champignon venant de Chine ou d'ailleurs en disant c'est quelque chose qui est une recette miracle et sur lequel ça ne marche pas. Je pense que de l'identifier, c'est déjà un point important. Mais, virgule, effectivement, la France aujourd'hui a essentiellement fait de la formation initiale. Et donc, effectivement, il y a des psychologues, mais la question, c'est sont-ils formés à l'INM? On a, dans l'exemple de l'aviation, ça va vous parler, une qualification de brevet de pilote, bien sûr, mais après, il y a des qualifications par appareil. Exactement. Et donc, il y a une qualification. Donc, il y a une formation continue. Et la société savante veut pousser à ce que, au-delà des formations initiales, et qu'on soit médecin, qu'on soit pharmacien, qu'on fasse de l'éducation thérapeutique, qu'on soit psychologue, qu'on soit diététicien, ou qu'on soit, peu importe, un métier lié à la prévention, aux soins, d'avoir également des qualifications, donc des brevets sur les interventions, donc une certification ou quelque chose comme ça qui soit, non, vous ne pouvez pas uniquement faire l'idée que vous êtes un psychologue et vous faites de la méditation. Non, il y a le Mindfulness Based Stress Reduction, le MBSR, la méditation de pleine conscience. Quand Christophe André fait de jolies conférences, vous connaissez sûrement, donc il fait de jolies conférences sur la méditation. La méditation, c'est une pratique culturelle.
si on veut véritablement en faire une intervention non médicamenteuse, c'est bien le MBSR de Kabat-Zinn avec 8 séances, avec quelque chose qui est très précis et sur lequel il y a du contenu, il y a un nombre de séances particulières. Et là, tout d'un coup, on rentre dans l'idée qu'il faut une qualification. Et pourquoi le MBSR a si bien fonctionné aux États-Unis et est en train d'arriver en France, c'est qu'effectivement, il y a des psychologues qui ont une qualification MBSR. Et donc, vous allez pouvoir en trouver. Mon job, après, ça dépasse la société savante. Et il y a des organisations professionnelles qui ont effectivement à forcer un petit peu à ce qu'on n'ait pas uniquement que le brevet de pilote, mais on ait également la qualification sur les interventions non médicamenteuses. Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est identifier les MBSR quand c'est le cas pour ça et dire aussi aux professionnels, faites attention, quand vous utilisez le MBSR pour réduire le stress, oui, mais de là à dire que vous en faites une thérapie contre la dépression ou un trouble dépressif majeur, vous sortez complètement des clous. Ce n'est pas du tout ce que Kabat-Zinn a voulu dire. Et je crois que là, il y a aussi, vis-à-vis de ces professions, quelque chose à inventer. Et merci de poser la question, Franck, je suis sûr. Et comment vous allez faire? Nous, on aurait envie, dans la société savante, d'avoir des feedbacks de ces professionnels, donc d'avoir un système, entre guillemets, dont on pourrait appeler, le terme ne va pas aller, hein, mais on a de la pharmacovigilance, on a de la matériovigilance, mais demain peut-être de l'INM-vigilance, et dire qu'effectivement, les gens qui exercent auraient aussi un contrôle qualité régulièrement avec des formations continues, et sur lequel, effectivement, vous pourriez avoir, vous, entreprise, les professionnels qui ont été non seulement avec un brevet, soit de pilote, mais également avec des qualifs qui vont bien par rapport aux interventions non médicamenteuses que vous avez choisies. Parce que surtout en matière de santé au travail, d'accidentologie, chaque poste de travail est différent. Je me rappelle avoir travaillé avec David il y a 10 ans. J'ai appris qu'on coupait différemment le cou d'un poulet du cou d'un lapin et que les gestes et postures étaient différents et qu'il fallait, il fallait travailler là-dessus et qu'on ne pouvait pas appliquer le même dispositif de préventif quand on veut couper le cou d'un poulet ou le cou d'un lapin. C'est la raison pour laquelle il y a des cahiers des charges de ces interventions non médicamenteuses avec, c'est bien un pilote d'avion qui va ajuster à la personne et que dans ce cahier des charges, je vais prendre un exemple du cahier des charges de la pizza. Si on fait une pizza, ok, le pizzaiolo peut tout à fait y mettre les légumes ou ce qu'il veut sur la pizza, mais ça reste quand même dans un cahier des charges qui est bien de la fabrication de pizza. Et je pense qu'il y a une formation à avoir de ces professionnels à l'ajustement, à la personnalisation, au savoir-être, au savoir-faire, bien sûr. Mais que là, on a tout inventé parce qu'effectivement, tout le monde un peu dérive dans ces pratiques et que effectivement ces méthodes, donc ces qualifications par appareil, on peut le faire. Et là, on est en train de montrer, mon livre est une proposition modeste pour dire, regardez, si on se prend vraiment, et donc j'ai mis 3 ans pour le faire, mais qu'on prend une par une, on va arriver à trouver des interventions médicamenteuses indispensables et dire aux salariés, faites attention, ne commencez pas par cette plante ou ne commencez pas à prendre des choses qui sont peut-être bien à côté, sur lesquelles il y a beaucoup de risques. C'est avec l'esprit des sciences qui est devant cela, c'est-à-dire une vraie démarche scientifique. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Yves Charpak il n'y a pas longtemps, le fils du célèbre prix Nobel. Et la Fondation Charpak pousse beaucoup sur l'esprit des sciences qui prévaut et qui doit permettre de penser avant d'appliquer bêtement ou internetement, j'allais dire. Alors, il nous reste à peu près 20 minutes, je pense. Hein. Ma montre, j'ai plus de piles. Donc, est-ce que vous avez des questions, vous, les participants qui ont fait le plaisir d'être présents parmi nous? David. Et après, je prendrai une question ici, peut-être. David, c'est bon. Oui, non, je voudrais que Grégory puisse expliquer, par exemple, pour être très concret, hein, sur nous, ce qui nous a rassurés, c'est cette approche-là. Hein. On ne serait jamais allé si loin dans notre engagement si on n'avait pas eu une démonstration carrée, rassurante. Voilà. Et donc, juste poser la question, j'ai les éléments de réponse, mais je trouve que c'est important de commenter comment on en arrive. L'action de prévention INM, activité physique adaptée et nutrition, sur la lutte contre la récidive du cancer, à quelle efficacité? Première question. Deuxième question, on parlait des maladies chroniques, le diabète. Quelle efficacité sur des maladies chroniques?
crois que c'est important de partir de données scientifiques. Et effectivement, les données canadiennes étaient là pour dire aujourd'hui, un patient qui est traité pour un cancer sortant d'un centre anti-cancer, s'il ne fait pas d'activité physique, s'il n'a pas une alimentation correcte, il a une chance de récidive multipliée par 5 par rapport à quelqu'un qui n'a pas de cancer. Et si par contre, il fait les interventions non médicamenteuses qui sont appropriées, activité physique plus nutrition, c'est 38% de risque de moins de récidive du cancer. C'est même plus juste une recommandation ou une incitation, hein, comme un message de santé publique, vous mangez des 5 légumes, etc., 5 fruits, 5 légumes, vous bougez. On est bien à des doses particulières sur lesquelles on va éviter quasiment un cancer sur 3, donc enfin, au-delà d'un cancer sur 3. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques dures, solides aujourd'hui, sur lesquelles on ne peut pas faire autrement, et ce sont les meilleures solutions. Et je pense que c'est vraiment ça, dire que c'est une perte de chance. C'est pas, voilà, un de mes maîtres qui s'appelle Henri Pujol, hein, qui a été président de la Ligue contre le cancer, voilà, c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup sur le plan cancer en disant on ne peut plus s'en passer. C'est vraiment, et c'est pas juste bouger plus, hein, c'est pas juste ce message de santé publique en disant c'est de l'activité physique et on va faire des fléchettes. Et donc effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce que ce problème qu'on a identifié, parce qu'il y a énormément de littérature dans le cancer, est-ce que ça se pose à côté? Mais la réponse est oui, évidemment. Et il y a dans les maladies respiratoires et dans un certain nombre de problématiques, effectivement, des solutions importantes, et les INM en font partie. Et on est tous en train de porter un masque. Je veux vous dire que peut-être que la Covid, j'espère que nos décideurs vont aussi être sensibilisés à ça, en disant que dans certains cas de figure, pour l'instant, la meilleure solution contre la Covid, c'est ni la vaccination, ni quoi que ce soit, c'est le masque et c'est la distanciation sociale. Et donc, ce sont des interventions de médicamenteuses. Et il y a eu beaucoup de littérature là-dessus. Et je ne suis pas contre la vaccination, on est bien d'accord, hein, mais en disant qu'il y a là tout un champ de recherche sur lequel on investit de façon peut-être un peu trop limitée, alors qu'il y a des solutions qui existent pour la population et que 20 millions de personnes atteintes de maladies chroniques, donc un Français sur 3, ça fait un nombre très très important de personnes qui pourraient en bénéficier et qui, pour des raisons sociales, pour des raisons familiales, pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques ou pour des raisons simplement que les médecins ne sont pas au courant, finalement il n'y a pas de prescription. Et juste dernière info, mais c'est une révolution quand même, mais depuis l'année dernière, les 5e années de médecine ont 20 heures de formation sur les interventions non médicamenteuses, obligatoires. Toutes les universités. Toutes les universités. C'est une décision, c'est l'item 327 sur la réforme du 2e cycle des études médicales. Donc, ils ont 20 heures. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup et ce n'est pas une grande réussite. Mais quand même, c'est un signe que manifestement, c'est en train de bouger, mais tous les pays le font. Donc, voilà, c'est obligatoire. Alors, une question, Gilles, si vous pouvez vous présenter, puis une question concise. Gilles Camus, je suis professeur de médecine physique et de réadaptation et fondateur de la société Noradom, qui est une société qui propose une plateforme de télésoins de rééducation et d'activité physique adaptée. Alors, je partage totalement ce qui vient d'être dit et dans une société où pendant très longtemps, on a tout axé sur le tout médicament, ou ce qu'on évoquait comme thérapie non médicamenteuse, on appelait ça des soins de support, on appelle ça encore des soins de support. Ça n'est pas des soins de support, c'est des choses qui, à mon sens, font partie intégrante de la séquence de soins. Et maintenant, on a les éléments de preuves scientifiques comme quoi ça marche. Je donnerai un autre exemple, c'est les pathologies neurodégénératives et la maladie d'Alzheimer en particulier, où après la déception, la grande déception d'un certain nombre de molécules, on s'est rendu compte que les thérapies non médicamenteuses donnaient des résultats parfois meilleurs que ces fameuses molécules, et où finalement l'avenir, c'est peut-être d'être dans une synergie de tout ce dont on a à disposition dans l'arsenal thérapeutique, c'est-à-dire d'associer les traitements médicamenteux et non médicamenteux. Ça, c'était juste une remarque. J'avais une question sur ce que vous avez mis en place chez AG2R, c'est-à-dire, j'ai bien vu la démarche vertueuse de baser vos décisions sur des éléments de preuve scientifiques, et c'est tout à fait ce qu'il faut faire à mon sens, sur le retour de ce que vous avez mis en place. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pu évaluer l'effet pragmatique sur les personnes qui ont pu bénéficier de votre offre? Pas encore, parce que c'est encore un peu tôt. C'est 2019, l'installation et l'écriture dans les contrats des garanties. 2020, vous savez que la pandémie nous a beaucoup freiné sur pas mal de domaines.
Et donc, on en est à la phase aujourd'hui d'encouragement à l'usage en fait, des prestations mises en place sur nos plateformes de contrats. Donc aujourd'hui, on a des populations trop faibles pour pouvoir mesurer l'efficacité, mais on suit ça attentivement. Aujourd'hui, on est concentré sur vous y avez le droit, recourir à la chose. Alors nous, on est un assureur aveugle, vous savez, on ne sait pas si quelqu'un a eu un cancer, on ne sait pas si c'est une grippe ou un cancer. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué pour nous d'aller chercher la bonne personne et lui dire. Avec RGPD, tout ça est devenu très, très compliqué. Donc, on doit faire une communication universelle pour les personnes, le faible nombre de personnes, fort heureusement, concernées par la problématique du cancer. Mais moi, je trouve les outils comme ceux dont vous avez la responsabilité, une entreprise comme Engie, où voilà, via l'entreprise, via l'intranet, il faut relayer ces messages-là au plus près des usagers pour qu'ils rentrent dans les programmes. Plus on va en faire entrer dans les programmes, plus on sera en mesure d'en mesurer l'efficacité. Aujourd'hui, on est encore frustré parce qu'on ne fait pas rentrer les gens dans le programme. Vous ne connaissez ni les pathologies des gens, ni les traitements qui leur sont proposés, ni les traitements qui sont utilisés. Là, on connaît un montant frais pharmaceutiques, on connaît le montant pris en charge en laboratoire d'analyse, c'est tout ce qu'on connaît. On connaît aussi le nombre de jours d'arrêt de travail des individus. On va dire, aujourd'hui, on est en train de cibler les populations par rapport au nombre de jours d'arrêt de travail. On va dire, au-delà de 30 jours d'arrêt de travail, on va commencer à écrire. On ne dit pas, vous avez le cancer, recourez, on dit, vous avez toute une série de garanties qui vous accompagnent, dont celle-ci, peut-être vous pouvez y avoir recours. Donc aujourd'hui, on essaie de faire rentrer les gens dans le programme. D'abord, il a fallu inscrire dans le contrat les systèmes, expliquer à toutes les branches professionnelles en quoi ça consistait. C'était une décision collégiale, en fait. C'est des commissions paritaires nationales qui prennent les décisions. Ce n'est pas nous seulement qui écrivons dans le contrat. Donc, tout ce processus a été très, très long. Mais aujourd'hui, ça y est, on est sur la phase encouragement à entrer dans le programme pour tous ceux qui peuvent y avoir accès. Dès qu'on aura suffisamment de cohortes, je dirais, analysées, elles sont dans le programme observé par le comité scientifique de Grégory. Alors, il nous reste 8 minutes. Je vais prendre 2 questions des internautes et 2 questions de la salle. Première question des internautes de Sylvie Casablanca. Bonjour, est-ce que tout peut se démontrer scientifiquement sur des bases d'evidence-based medicine, alors que les éléments quantitatifs, il y a une coquille, je pense, Madame Casablanca, quantitatifs semblent avoir un rôle prépondérant. Faut-il évoluer vers des méthodes d'évaluation plus qualitatives ? C'est un faux débat de méthodologistes entre le quali et le quanti. On se dit dans la société savante qu'on a besoin de l'un et de l'autre et qu'aujourd'hui, dans le big data, on va avoir des données rangées et des données d'expérience vécue et qu'on a besoin de l'un et de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'établir un mode de raisonnement sur lequel l'un et l'autre doivent compter et la littérature va dans ce sens. Merci, c'est clair. Une question de la salle, de Grégory Xaplicki. Je suis la direction des services. La loi Santé au travail a été parue au mois d'août en renforce la prévention en entreprise. Donc il y a des services santé au travail, il y a des services de prévention santé au travail. Quel pourrait être leur rôle justement pour promouvoir les interventions médicamenteuses ? Je crois qu'en effet, il y a 2 points et c'est une excellente question parce qu'il y a le point de l'orientation et il y a le point de l'intervention. Et effectivement, nous, on est plutôt dans, on va dire, la paillasse et regarder la science des solutions et de regarder quelles solutions fonctionnent. Mais effectivement, il y a tout un débat à se poser sur l'orientation de qui, comment. Et là, vous avez un rôle majeur à jouer qui relève non plus que uniquement de la science, mais de repérage. Et là, il y a un vrai travail, effectivement, de repérage précoce des signes avant-coureurs de problèmes. Et effectivement, là, il y a tout un travail à faire. Et je pense que les nouvelles technologies, et je pense que les nouvelles formations au prodrome, et non pas aux symptômes, mais bien au prodrome, donc des choses annonciatrices seraient vraiment des éléments importants. Et comme l'a très bien dit monsieur tout à l'heure, sur l'Alzheimer, il y a aujourd'hui des recommandations très, très importantes sur des pré-Alzheimer, donc des MCI par exemple. Voilà, je fais court, mais sur lequel on pourrait avoir des interventions précoces. Mais il faut encore une fois que la culture de la prévention s'installe en France. Et peut-être que c'est un bon élément, ces structures-là. Alors, une question des internautes. Séverine Gaillard. Bonjour à tout le monde. Chez AG2R, est-ce que la prise en charge prend en compte le soutien psychologique dans la récidive du cancer, comme l'explique David Servan-Schreiber dans l'anticancer? Alors, je ne sais pas ce que dit exactement David Servan-Schreiber sur l'anticancer, mais oui, l'accompagnement psychologique est évidemment intégré dans notre accueil. On a un suivi, en fait, on a une plateforme animée par des médecins et des infirmières
qui peuvent identifier des problématiques et puis orienter au bon endroit. Mais effectivement, on a intégré toute cette dimension-là dans les travaux que l'on a menés avec Grégory Nino. Oui, tout à fait. Donc, on peut trouver ça sur le site d'AG2R, dans Branchez-vous Santé, je suppose. C'est ça, oui, absolument. Branchez-vous Santé, AG2R, vous allez avoir 8 motion vidéos qui expliquent, il y a différentes choses à l'intérieur de Branchez-vous Santé. Il n'y a pas que le sujet du cancer, il y a aussi la santé bucco-dentaire, et puis il y a l'épuisement professionnel du chef d'entreprise de TPE-PME. Et donc, c'est très spécial. C'est spécifique aussi à l'accompagnement psychologique. En ce moment, on est très sollicité par les branches professionnelles de problématiques exprimées par les chefs d'entreprise liées au stress ambiant à cause de la pandémie. Le titre Branchez-vous Santé, c'est une façon d'accéder plus facilement à des acteurs comme Engie ou non, on avait pensé à Branchez-vous Santé, pas pour Engie, on avait pensé pour les branches. Mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci. C'est ça. Les paysagistes, pour les paysagistes, branche paysagistes. Pour les paysagistes, mais non pas. C'était pas très léger. Alors, y a-t-il une dernière question de la salle? Au vivant. Oui, donc je travaille pour Oviva, on travaille dans le cadre des maladies chroniques, on essaye effectivement d'agir sur l'alimentation, évidemment, la nutrition, l'activité physique et le changement de comportement qui va avec, dans le cadre donc, des maladies chroniques. Alors nous, on s'intéresse beaucoup, bien entendu, au diabète, mais on s'intéresse aussi à la première cause de mortalité dans le monde, même avant le cancer aussi en France, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et on sait à quel point on peut agir en prévention, et puis évidemment après l'accident cardiovasculaire, une fois qu'il est arrivé. Voilà. Est-ce que vous avez des éléments d'information par rapport à ça, sur les maladies cardiovasculaires, sur les interventions non médicamenteuses, autres peut-être que ça, qu'on pourrait nous aussi intégrer, par exemple, au sein d'Oviva? Oui, il est évident que dans l'activité physique adaptée, par exemple, à la fois dans le diabète de type 2, mais à la fois dans les maladies cardiovasculaires, il y a des programmes qui deviennent de plus en plus spécifiques. On est sorti vraiment de l'activité physique. Et pareil, de la même façon, sur la kinésithérapie, il va y avoir des programmes spécifiques qui ont été faits pour des gens qui ont des troubles, notamment vasculaires, sur lesquels il y a des méthodes spécifiques qui ont été établies. Mais oui, sur le plan nutritionnel, il y a des progrès qui sont en train d'être faits également. Pour certains patients qui ont une maladie cardiovasculaire, il va y avoir des programmes qui vont être effectivement spécifiques. On est rentré dans la médecine de précision simplement, et effectivement ces interventions non médicamenteuses, elles commencent à être mises à jour, et l'occasion c'est de les faire, et peut-être dans des structures privées, dans des structures d'accompagnement, je pense, sur lesquelles on va avoir ce besoin de repérage des personnes, ce besoin de case management, donc de suivi de cas pour des gens qui sont complexes, et je l'avais dit peut-être très mal tout à l'heure, mais je le redis, vraiment, on est rentré dans c'est plus des maladies simples avec un traitement simple et unique. C'est aujourd'hui des maladies complexes avec des solutions multiples, et qu'on va devoir associer plusieurs interventions, et donc avoir le mythe que finalement on va trouver le médicament, on va trouver l'INM seul pour traiter les maladies. C'est fini, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans du multi, et sur lequel, au lieu de l'avoir à côté, il faut l'avoir dedans et tracé potentiellement dans le futur dossier médical partagé qui devrait arriver un jour. Merci. Moi, je rajouterais un commentaire aujourd'hui, c'est que c'est un outil stratégique, au-delà de rassurance et de démonstration de tirer des bénéfices concrets, c'est un outil stratégique au plan économique et de la performance. En France, on a quand même beaucoup de belles structures. Alors, je fais partie activement de French Healthcare qui vend l'excellence française à l'étranger en matière de santé. On a un vrai sujet autour de la rapidité de démonstration de la preuve et aussi de la confiance qu'on peut avoir dans cette preuve, hein, évidemment. Alors qu'il y a des gens qui vont aller beaucoup plus vite sur d'autres marchés, qui vont imposer à force de communication et de marketing, qui vont se faire référencer dans d'autres pays, qui vont imposer à la fois une rapidité d'action et de validation, mais aussi des normes, des labels, et qui vont s'imposer à nous. Donc, c'est aussi un vrai sujet de souveraineté, d'expertise et d'excellence à la française. Ça, c'est vraiment un point important. Et donc, je pense que je ferai intervenir Grégory lors d'une session de French Healthcare, justement. Alors, je vais à Dubaï la semaine prochaine pour en parler, mais vraiment, je crois que c'est un des points d'excellence à la française, parce que c'est à la fois les entreprises et les organisations publiques dont on parle. Voilà. Je veux bien dire deux mots. Le premier mot, c'est que comme je suis universitaire, pour moi, je viens de comprendre qu'il n'y a pas que de l'économie, il y a aussi de la valeur, en fait. Il y a une valeur humaine
qu'on rajoute. Je pense que l'excellence à la française, c'est aussi d'être en capacité de rajouter au-delà de l'économie, mais vraiment de l'investissement dans la santé et sur lequel, dans les relations humaines et dans certaines interventions humaines, les interventions non médicamenteuses, quoi qu'on en pense parfois à la télé en disant les robots chirurgiens et les nanotechnologies vont tout nous permettre demain et que c'est de la science-fiction et que monsieur Alexandre Laurent, c'est bien qu'il dit ça de temps en temps, mais il faudrait qu'il s'arrête et qu'il essaye de voir concrètement ce qu'est un patient dans un territoire rural et que potentiellement il y a des choses à faire en téléconsultation ou autre, mais sur lequel il y a vraiment une valeur humaine française importante. Et le deuxième point, et là vous avez parfaitement raison, et on veut aller très très vite à la société savante en disant non, on ne fera pas un essai randomisé contrôlé en double aveugle pour toutes les interventions non médicamenteuses, sinon on en a pour 2 siècles. Ce n'est pas ça qui va se jouer. Par contre, dans mon unité de recherche INSERM, dans l'Institut d'Ébré d'épidémiologie et de santé publique, on a bien compris qu'il y a du big data et donc la collaboration avec vos structures au sens large pour recueillir de la donnée propre, sur lequel elle serait effectivement anonymisée, etc. et de dire quels INM ont pu être réalisés, pour qui et pourquoi ça marche aussi bien et pour avoir justement de la valeur et pas uniquement que des questions économiques. Je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à inventer dans ces méthodes. Et donc, la société savante veut réfléchir à ces méthodes et à les intégrer. Donc, la question de tout à l'heure qui était qualitatif, quantitatif, mais aussi du big data, et aussi travailler sur ces questions-là. Je vais faire deux moments de promotion. Un pour votre livre chez Belin, qui s'appelle comment, rappelez-nous, Grégory, quand même, allez. Oui, donc le message du livre, en tout cas, qui est préfacé par Gérald Kerziek, c'est de dire qu'il y a des 100 médecines douces qui sont validées par la science. Donc, effectivement, dans le grand public, ces INM, personne ne l'entend et tout le monde pense que c'est contre le médicament. Et surtout pas. C'est l'idée de quelles méthodes sont efficaces et validées par la science. Donc, c'est pour ça que on le souhaitait grand public et effectivement, il y a une vraie valeur ajoutée grand public pour dire, regardez, ces méthodes, elles existent et on n'a qu'à fouiller un peu plus précisément. Le deuxième élément de promotion, c'est, David, vous n'êtes pas opposé à ce que d'autres acteurs de la protection sociale complémentaire, quelle que soit leur famille, vous rejoignent dans le soutien de l'Institut? Ah non, non, là, il n'y a pas de compétition à l'endroit où on produit de la valeur. Moi, je rejoins totalement le discours de Grégory. Il faut reproduire, il faut soutenir la démarche INM. Intérêt des branches professionnelles, on écrit dans le droit du travail, on écrit dans la convention collective les garanties. Donc, tout le monde peut les copier. C'est copiable. Et plus ça sera diffusé, plus vous serez gagnant également, si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, on avait tout à l'heure, normalement, le directeur de la Fondation MGN pour la santé publique qui aurait dû venir. Voilà, donc on lui dira qu'il peut vous contacter. Grégory, il était très intéressé. Et c'est mon ami Nicolas Leblanc qui l'avait fait venir. Donc, plus on sera de fous savants, plus on rira avec des médecines douces. D'accord. Alors, il me reste à remercier, on peut les applaudir. Alors, Grégory Nino pour son investissement et son historique et sa constance, et puis la performance et les résultats. Hervé Dozer pour son soutien. Et puis le groupe NJ pour son futur intérêt porté à la somnolence, notamment la prévention des accidents au travail. Alors, merci beaucoup, merci aux participants. Et puis à très bientôt. Au revoir mesdames, au revoir messieurs. Il est 15h précises.